Crise humanitaire au Soudan. Depuis presque 2 ans, la guerre ravage le Soudan. Ce que nous savons, c'est que l'or joue un rôle majeur dans cette guerre. Mais au Soudan, il y a un côté sombre à l'or. Les horreurs de la guerre peuvent sembler loin de l'endroit où finit l'or. Très loin du Soudan. Le Soudan est en guerre depuis plus de 2 ans. Un conflit lié à la politique, au pouvoir et à l'or. Le pays a parmi les gisements d'or les plus riches d'Afrique. Pourtant, au lieu de financer des écoles, hôpitaux ou routes, cet or nourrit l'une des pires crises humanitaires mondiales. Des millions de personnes ont été forcées de quitter leur domicile. Des milliers ont été tués. Et le pays lui-même est en train de se disloquer. Pire, 2 puissances étrangères, la Russie et les Émirats arabes unis, financent la guerre depuis des années. Maintenant, pour comprendre comment la situation a pu devenir aussi grave, il faut revenir à la façon dont cette guerre a réellement commencé. Le Soudan aujourd'hui est un pays divisé en 2, non seulement entre le Soudan et le Soudan du Sud, mais même à l'intérieur de ses propres frontières. D'un côté, il y a les forces armées soudanaises, connues sous le nom de forces armées soudanaises qui contrôlent le port Soudan et la majeure partie des régions de l'Est. En face, les forces de soutien rapide. Un groupe paramilitaire puissant, domine l'Ouest et le Centre. Issu du conflit du Darfour, dans les années 2000, les forces de soutien rapide étaient initialement une milice tribale connue pour sa brutalité. Sous Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hamededi, elle est devenue l'une des forces les plus puissantes du Soudan. Aujourd'hui, à la fois les forces de soutien rapide et les forces armées soudanaises prétendent se battre pour l'avenir du Soudan. Mais en réalité, ce pourquoi ils se battent, c'est l'argent et l'or. Le Soudan, riche en ressources, a perdu près de 75% de son pétrole après l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, mais l'or a compensé cette perte. Le Soudan détient parmi les plus grands gisements d'or inexploités d'Afrique. Des déserts du Darfour aux montagnes du Kordofan et aux rives du Nil au nord, comme indiqué sur cette carte. Le gouvernement ayant encouragé l'exploitation minière pour compenser la baisse des revenus pétroliers, des mineurs et commerçants ont afflué, transformant des régions isolées en villes prospères. L'or a un temps paru être le salut. Les responsables ont délivré des permis, promis des investissements et assuré que cette industrie allait reconstruire le pays. C'était essentiel, car le pays avait subi des décennies de guerre civile, de 1955 à 1972, puis de 1983 à 2005. Avec le développement de l'exploitation minière, les choses ont changé. Il n'y avait presque aucune réglementation ni contrôle sur les exploitants. Cela a permis aux milices et seigneurs de guerre de profiter du chaos. Les forces de soutien rapide ont saisi l'occasion, Hamedi prenant rapidement le contrôle des champs d'or du Darfour. Il a compris que celui qui contrôlait les mines contrôlerait le pays. Bien avant la guerre, les forces de soutien rapide avaient déjà construit leur propre empire commercial de l'or. Son principal véhicule était Al Junaïd, entreprise de la famille Hamedi, officiellement présentée comme société à activités multiples. Mais en réalité, elle agissait comme le trésor privé des forces de soutien rapide. À travers Al Junaïd et ses filiales, les forces de soutien rapide géraient tout, de l'extraction brute au réseau de licences qui mettait l'État à l'écart. Dans les mines du Darfour, la réalité était brutale. Des milliers de mineurs travaillaient à la main dans des conditions dangereuses. Munis de pioches et de mercure, ils fouillaient la boue toxique pour extraire des particules d'or. Les forces de soutien rapide patrouillaient les fosses, obligeant les mineurs à vendre leurs trouvailles à bas prix à des commerçants affiliés. Quiconque refusait risquait de perdre sa concession, ses outils ou sa vie. Les habitants disant souvent que les forces de soutien rapide traitaient l'or comme une taxe. Si tu creusais, tu leur devais quelque chose. Au nord et à l'est du pays, les forces soudanaises dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhan tentaient aussi de contrôler les mines. Même avant la guerre, les forces armées soudanaises avaient mis en place un réseau d'entreprises pour capter les profits du secteur. Les principales étaient Sudan Master Technology et Red Rock Mining, toutes deux liées à des hauts gradés militaires. Ces entreprises, étaient censées formaliser l'exploitation minière et canaliser les revenus vers l'État, mais elles sont plutôt devenues, une partie d'un système de clientélisme. Les extractions d'or des forces armées soudanaises n'étaient pas belles non plus. La corruption était répandue, des officiers profitaient, et les forces armées soudanaises réprimaient les protestations sur la pollution minière. Les deux camps ont alors utilisé des réseaux de contrebande plutôt que les routes d'exportation officielles. De 2012 à 2024 environ, 400 tonnes d'or ont été illégalement extraites du pays, pour des raisons évidentes. Les négociants en or veulent éviter les taxes et le contrôle du gouvernement. Ils évitent le système financier soudanais défaillant, et préfèrent les marchés noirs et le dollar américain. Les forces de soutien rapide et forces armées soudanaises ont maintenant leur réseau de contrebande distinct. Forces de soutien rapide. L'or s'évapore dans le désert, transporté par camion ou avion depuis des pistes improvisées.
Certaines cargaisons vont au Tchad, d'autres prennent d'autres routes. Dans certaines régions du sud Darfour, l'or se dirige vers le sud en traversant la frontière vers le Soudan du Sud, en particulier par le comté de Raja. Ensuite, il est acheminé par route ou petits avions à Djouba, capitale du Soudan du Sud, puis à l'aéroport d'Entebbe en Ouganda, d'où il est exporté à l'étranger. Au Darfour du Nord, les réseaux des forces de soutien rapide atteignent également la frontière libyenne, où des contrebandiers affiliés ont fait passer de l'or par la région frontalière d'Al-Moutalet jusqu'à l'est de la Libye, un centre bien connu du trafic d'or. Les itinéraires de contrebande des forces armées soudanaises varient. Beaucoup d'or de l'armée part vers l'Égypte au nord. Le nord-est du Soudan, frontalier avec l'Égypte, compte parmi les corridors commerciaux informels les plus fréquentés de la région. Après la frontière, l'or soudanais est vendu au Caire, ou rejoint les banques égyptiennes, mais la plupart est réexporté. Les forces armées soudanaises ont aussi un réseau parallèle près de la mer Rouge. Une partie de l'or quitte Port-Soudan via des exportations officielles, puis est discrètement détournée. Certaines cargaisons transitent par l'Érythrée, où la corruption permet de blanchir l'or en exportation légale. La guerre n'a fait que rendre ces réseaux de contrebande encore plus importants. Ce n'est plus juste un modèle économique, mais aussi un moyen de financer la guerre et d'acquérir des armes étrangères. Finalement, ce qui choque dans cette histoire, c'est que la majorité de l'or soudanais arrive au même endroit, Dubaï. Les Émirats arabes unis sont devenus un grand centre mondial de l'or, après s'être diversifiés hors pétrole. L'approvisionnement constant en or du Soudan est vital pour cette industrie. Bien que les Émirats arabes unis n'extraient pas d'or, leurs grandes raffineries expliquent ce que 90% de l'or exporté légalement par le Soudan leur soit destiné. Au premier semestre 2025, cela équivalait à 88 tonnes, soit environ 840 millions de dollars. C'est la plus grande source de revenus d'exportation du Soudan, et cela fournit aux forces armées soudanaises l'argent nécessaire pour continuer à se battre. Mais ça, c'est juste le commerce légal. Les exportations illégales d'or du Soudan, très précieuses, vont majoritairement aux Émirats arabes unis. Cependant, l'or de contrebande provenant du Soudan n'arrivait pas dans des boîtes bien rangées avec des documents officiels. Il voyageait discrètement dans des avions cargo à travers déserts et villes frontalières. Ses origines étaient effacées avant même son arrivée à la Cité de l'Or, et pas seulement à cause du caractère illégal de ces réseaux. Les Émirats arabes unis cachent ce commerce d'or au public car ils jouent un jeu très sale au Soudan. Alors que les Émirats arabes unis profitent du commerce de l'or qui alimente la guerre, ils sont aussi accusés d'attiser la guerre civile soudanaise. Les Émirats arabes unis sont souvent cités comme l'un des principaux soutiens des forces de soutien rapides, et il existe des preuves pour étayer cela. Des experts de l'Organisation des Nations Unies rapportent qu'au moins 86 vols venus des Émirats arabes unis ont atterri dans des aéroports isolés du Tchad d'ici fin 2024. Le gouvernement soudanais a affirmé avoir enregistré plus de 240 vols entre novembre 2024 et février 2025. Les observateurs satellites ont remarqué autre chose. Plusieurs de ces vols ont éteint leur transpondeur en plein vol. C'est une vieille astuce de contrebande, et cela signifie généralement que quelqu'un ne veut pas être vu. Les avions, exploités par des sociétés proches de l'armée émirati, ne transportaient aucune aide humanitaire. Ils transportaient armes, munitions et mercenaires pour aider les forces de soutien rapides. Des fournitures militaires ont quitté des aérodromes isolés au Tchad pour atteindre le Darfour à travers le désert. Des camions traversaient de nuit des villes frontalières, comme Adré pour livrer des caisses aux forces de soutien rapides. Le cycle continuait. Les mêmes camions qui déchargèrent des armes repartaient souvent vers le Tchad en transportant des lingots d'or enveloppés dans des bâches. De là, l'or repartait vers les Émirats arabes unis en empruntant les mêmes routes discrètes. Une fois l'or arrivé et fondu dans les raffineries de Dubaï, il devenait intraçable. Un système parfait. Des armes arrivaient, de l'or partait. Les Émirats arabes unis avaient désormais toutes les raisons d'être impliqués dans la guerre. La guerre pousse les seigneurs de guerre soudanais à vendre de l'or pour obtenir des armes. Le Soudan reste faible pour éviter de devenir un centre de raffinage et de commerce. Les Émirats arabes unis semblent plus qu'heureux d'attiser le feu tant que l'or continue de sortir. Comme le dit le proverbe, diviser pour régner. Un aspect stratégique plus profond est souvent négligé. Le Soudan borde la mer Rouge, une des principales routes commerciales mondiales. Celui qui a de l'influence là-bas contrôle les navires reliant l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe. Les Émirats arabes unis ont rivalisé pour cette influence avec l'Égypte, l'Arabie saoudite et l'Iran. Soutenir une faction au Soudan permet à Abu Dhabi de renforcer sa position dans une région très disputée. À noter, les Émirats arabes unis ont nié toute implication. Les responsables ont qualifié les accusations de propagande et affirmé soutenir la paix au Soudan. Cependant, les agences de renseignement américaines et des journalistes indépendants montrent une toute autre image.
Ils ont constaté que les vols d'entreprises liés aux Émirats arabes unis coïncidaient avec l'arrivée de nouveaux systèmes d'armes au Darfour. Après que le force de soutien rapide a commencé à utiliser des drones chinois et de l'artillerie lourde contre des zones civiles, la connexion est devenue difficile à ignorer. Ces armes n'avaient jamais été vues à une telle échelle avec le force de soutien rapide, donc quelqu'un les avait forcément introduites dans le pays. Khalifa Haftar, chef de guerre lié aux Émirats arabes unis en Libye, a aussi été accusé d'aider le force de soutien rapide. L'armée soudanaise affirme que les forces de Haftar et le force de soutien rapide ont attaqué ensemble près de la frontière, ouvrant un second front qui a encore affaibli les défenses soudanaises. Le territoire de Haftar dans l'est de la Libye est également connu comme un centre de contrebande, selon plusieurs analystes régionaux. Des armes liées aux Émirats arabes unis ont transité par ces bases vers les combattants du force de soutien rapide au Darfour. Alors que le monde accuse les Émirats arabes unis, la Russie joue discrètement un autre rôle sombre. Moscou a été parmi les premiers à intervenir. Bien avant la guerre actuelle, des entreprises russes s'étaient déjà implantées au Soudan. En 2017, sous Omar el-Béchir, le Soudan a signé des accords miniers secrets avec la Russie. Le principal acteur était le groupe Wagner, future armée privée tristement célèbre pour ses campagnes brutales en Ukraine. L'accord était simple. Le groupe Wagner a soutenu les dirigeants soudanais. En échange, des sociétés minières russes ont pris le contrôle de mines au Darfour, dans le Nil bleu et d'autres régions aurifères. Des avions cargo russes atterrissent au Soudan, principalement sur des bases militaires, pas des aéroports civils. Officiellement, ils livraient du matériel minier, mais en réalité ils fournissaient aussi armes, formations et mercenaires. Peu osèrent le contester, et cela était réduit au silence ou ignoré. Désormais, la Russie ne visait plus seulement le profit. Pour la Russie, l'or du Soudan était une bouée de sauvetage et un moyen de contourner les sanctions occidentales et de transférer de l'argent à travers les frontières sans dépendre des banques ou des réseaux en dollars. L'or était raffiné localement, puis passé en contrebande par l'Égypte, la mer Rouge, ou transporté directement par avion vers la Russie. Des images satellites ont révélé des avions cargo russes reliant régulièrement Khartoum à Latakia en Syrie, une route liée au trafic d'or et d'armes. Ce qui ressemblait à des affaires sur le papier était en réalité un réseau, un système de pillage déguisé en commerce. L'or permettait également de maintenir à flot les opérations plus larges de Wagner à travers l'Afrique, de la Libye au Mali, en passant par la République centrafricaine. Fin 2024 et début 2025, le rôle de la Russie a été davantage examiné au niveau international, notamment aux Nations Unies. Les États-Unis ont accusé Moscou de financer les deux camps de la guerre au Soudan, ce qui serait encore plus inquiétant. Lors d'une session du Conseil de sécurité, l'ambassadrice américaine a affirmé que la Russie exploitait l'or du Soudan et alimentait le conflit. Elle a affirmé que l'implication de la Russie via entreprises sanctionnées, trafic d'or et livraison d'armes secrètes nuisait à l'espoir de paix. À l'Organisation des Nations Unies, la Russie a été la seule sur 15 à bloquer une résolution pour la paix au Soudan. Bien sûr, Moscou a tout nié, affirmant qu'il s'agissait d'accusations fabriquées. Les diplomates russes ont accusé les États-Unis d'inventer des accusations et de projeter leur comportement sur autrui. Pourtant, les accusations reflètent dans les faits sur le terrain. Les réseaux russes soutiennent depuis longtemps les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide de diverses façons. L'instabilité permet alors de circuler. Plus tôt cette année, une évolution attendue est devenue officielle. Le ministre soudanais des Affaires étrangères a confirmé que l'accord pour une base navale russe en mer Rouge progressait. Une grande victoire pour Moscou. Une base sur la mer Rouge donnerait à la Russie son premier point d'appui militaire permanent en Afrique et une place de choix sur l'une des routes commerciales les plus fréquentées du monde. Peu de temps après cette annonce, des responsables russes ont été aperçus à Port-Soudan, la capitale de guerre de l'armée, rencontrant des généraux pour discuter de ce qu'ils ont appelé une coopération en matière de sécurité. Cela signifiait renforcer un partenariat basé sur l'or, les armes et l'influence. En même temps, Wagner changeait lui-même. Après la mort de son fondateur Yevgeny Prigojine, la Russie a remplacé le groupe par le Corps d'Afrique. Les uniformes ont changé et les noms ont changé, mais la mission est restée la même. Le personnel russe a gardé les mines, escorté les expéditions d'or et conseillé les officiers soudanais. Le modèle que la Russie a utilisé au Soudan reflétait la même approche qu'elle utilisait ailleurs en Afrique. Soutenir une milice, sécuriser les ressources naturelles et obtenir un levier politique. Le plus triste dans ce conflit, c'est que la rivalité des puissances étrangères a eu un lourd coût humain. Les villages proches des mines sont devenus des terres toxiques polluées par le mercure et le cyanure. Les enfants travaillaient de longues heures dans des mines dangereuses, gagnant à peine de quoi manger. La guerre a surtout fait de Khartoum, Nayala et Al-Fashir des zones de conflit. Plus de 12 millions de personnes ont fui leur domicile. Le nombre de morts, incertain, pourrait dépasser 150 000. Les prix alimentaires ont triplé.
provoquant famine et pénurie de médicaments dans les hôpitaux. Illustrant l'impérialisme moderne. Il n'arrive pas avec des drapeaux et des forces expéditionnaires, mais avec des contrats, des avions cargo et des routes commerciales. Il ne conquiert pas la terre, mais prend ce qui est dessous. Tout cela fait partie du même modèle commercial mondial pour financer des guerres, obtenir des ressources et accroître l'influence régionale. Au Soudan, les deux camps de la guerre sont financés par l'or, finalement vendu au même empire étranger. L'or finance les armes, qui protègent les mines pour produire plus d'or. Le Soudan s'effondre, mais l'or continue d'affluer. Des analystes comme Ahmed Suleiman de Chatham House le disent franchement. Les mêmes ressources qui pourraient reconstruire le Soudan sont en train de le déchirer. Un analyste politique soudanais a déclaré que l'or est désormais le sang de cette guerre. La même ressource qui était censée rendre le pays riche est maintenant la raison pour laquelle il meurt.